Bien le bonsoir à toutes et à tous, vous qui vous connectez. Alors, nous avons Sandrine, Olivier, Gilles, Marie-Élodie, Audran. Salut, salut, David. Et Virgile, bonsoir Virgile. Et Belette, et Bélisa, et Patricia. Patricia, mais presque. Bonsoir Sylvie. Excusez-moi si je racle un peu la gorge, mais j'ai une bronchite qui ne veut pas en finir, en terminer. Alors, je n'ai pas voulu me soigner avec des médicaments costauds, mais bon, c'est un peu plus long à guérir. C'est le prix à payer des médications douces, on va dire. Alors, combien on est 15 déjà, c'est bien ça. Qui nous avons? Catherine, bonsoir Catherine. Et Émilie. Et Nadine. À votre santé, j'ai bois un coup. Alors, bienvenue à ce live qui est en solo cette fois-ci. Et voilà, ben, vous n'aurez pas le bonheur de voir à côté de moi cette charmante jeune femme qu'on appelle Karen dit Belette de son nom de guerre. Salut Stéphane et salut Christophe et un autre Stéphane. Mais c'est plein de Stéphane ce soir. Voilà, voilà. Alors on va faire la suite des... Salut Linda, salut Tiffany. On va faire la suite des questions. Hein. C'était arrêté à la question numéro 15. Là, aujourd'hui, on va reprendre avec la question numéro 16. Pour la prochaine fois, si vous avez, pour le prochain live, qu'on essaiera de prévoir d'avance, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer. Je mettrai la date et l'heure, bon, c'est toujours 18 heures. Hein. La date du prochain live, je le mettrai un jour avant, donc vous pourrez mettre les questions dessous. Salut Greg. Salut Monsieur de Greg. Salut Francine. Salut Thierry. Bonsoir, bonsoir. Et coucou Tiffany. On va attendre encore un petit peu. Et après, on va commencer les questions, les réponses. En espérant que ma gorge me laissera un petit peu tranquille. Parce que là, on ne peut pas couper l'atout au montage. Là. Il n'y a pas de montage. C'est en direct. Alors, salut Pascal. J'espère que vous allez bien tous dans cette nouvelle année. C'est pas tout à fait le début, mais bon. Je crois qu'on peut jusqu'à fin janvier se souhaiter une bonne année. Bon, après, au mois d'août, il faut arrêter, je crois. Mais là, pour l'instant, on peut encore se souhaiter une bonne année, les meilleurs vœux. Je vais copier-coller déjà la question et on commence dans quelques secondes. J'attends encore un petit peu, mais je pense que tout le monde est là. Voilà. Bon,
Oh, 5 minutes presque et demie. Je pense que là, on peut lancer la vidéo, lancer le live. Allez, c'est parti. Nous allons répondre à la question à la suite du 15. Donc, normalement, si tout va bien, c'est la question numéro 16 que je vous mets ici et que je m'empresse de vous lire. Coucou Emmanuel. Alors, question numéro 16. Au sujet des traumatismes, anciens ou même récents, comment les empêcher de se cristalliser en notre subconscience? Alors, un traumatisme ne peut pas se cristalliser dans l'inconscient. Pourquoi? Parce que l'inconscient est hors de nous, hors du corps, hors de l'état d'esprit avec lequel nous faisons corps. Or, il faut savoir que l'état d'esprit avec lequel nous faisons corps, ou notre corps, ce qu'on appelle le corps matériel, le corps physique, est en fait un corps énergétique, mais qui pour nous est bien physique, parce qu'il s'oppose à notre désir de passer à travers. Donc, comme il y a opposition, il y a sensation de matière. Et comme il y a sensation de matière, alors on dit que c'est matériel. Voilà. Donc, l'état d'esprit avec lequel nous faisons corps est nécessairement conscient ou l'a été. Donc, dans notre corps, nous ne pouvons trouver que l'instant présent, c'est-à-dire la prise de conscience de l'instant présent. Et bien sûr, nous pouvons trouver les diverses prises de conscience successives de ce qu'on appelle vulgairement le passé. Mais de passé, il n'y en a pas, parce que le passé étant passé, il ne peut pas y avoir de passé. Pour qu'il y ait un passé présentement, parce que je passe d'être au courant, mais si en ce moment je me souviens de quelque chose qui s'est produit il y a 10 ans, c'est pas il y a 10 ans que je m'en rappelle, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Donc, tout souvenir qui se manifeste, je vous mets au défi d'ailleurs d'avoir un souvenir 10 ans en arrière ou 10 ans en avant, donc tout souvenir qui se manifeste nécessairement au présent. Autrement dit, c'est maintenant qu'il me vient un souvenir, si vous voulez aller. Ce souvenir, bien sûr, se rapporte, je le crois, à ce que j'ai vécu jadis, alors qu'en fait, déjà, il ne se rapporte pas à ce que j'ai vécu, et il se rapporte à ma réaction à ce que j'ai vécu. Parce qu'on ne peut pas se souvenir d'événements, sinon il faudrait qu'à chaque souvenir, on recrée le cadre extérieur, donc on soit reprojeté à nouveau dans le passé, ce qui n'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait les mêmes personnes, il faudrait qu'il arrive la même chose, et surtout, il faudrait qu'on soit dans le même état d'esprit qu'il y a 10 ans en arrière. Vous voyez, au moment de l'événement dont on se souvient. Donc on voit bien que avec un petit peu de réflexion, et sans non plus trop m'étendre là-dedans, parce que là on n'est pas sur des études d'ésotérisme, mais sur une réponse à une question, on s'aperçoit que de toute façon, quelles que soient les mémoires, ce qu'on appelle en ésotérisme, enfin en psyéso plus exactement, ce qu'on appelle les mémoires se réfèrent non pas à des événements passés, mais à notre façon d'y avoir réagi. Par exemple, on se rappelle de l'humiliation qu'on a connue il y a 10 ans lorsque blabli, blabla. Bon, on ne se rappelle pas de l'événement, on ne se rappelle pas nécessairement de l'heure qu'il était, on ne se rappelle pas s'il passait un oiseau dans le ciel, on ne se rappelle pas de tout ce qu'on appelle l'événementiel. Ce dont on se souvient, c'est l'impact que cet événement a eu sur nous, si vous préférez. Mais en fait, tout ce dont on se souvient, c'est notre ressenti profond, plus ou moins marquant, et donc plus ou moins marqué, de ce que nous avons vécu. Donc, on ne se souvient jamais, contrairement à ce qu'on croit, d'événements passés, mais notre propre réaction à ces événements passés. Ce qui fait, alors si c'était, pourquoi c'est le cas et qu'il y a une preuve qui est incontournable, avec le temps, on s'aperçoit que les choses n'ont plus la même valeur. Peut-être qu'avec le temps, même si on a été très en colère à un moment donné, la colère diminue. Ce qui prouve que ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'état d'esprit. Parce qu'il y a 10 ans, nous pensions d'une certaine façon, 10 ans après, enfin, je vous le souhaite, vous avez mûri, et donc votre réaction à un même événement, soi-disant, n'est plus le même. En fait, ça veut simplement dire que dans la même situation aujourd'hui, vous réagiriez différemment aujourd'hui. Donc, ce qu'on corporise, ce avec quoi on fait corps, ce ne sont pas des événements, mais des mémoires. Donc, une mémoire, c'est plus facile à engranger, c'est plus facile à graver. Par exemple, nous pouvons graver sur un disque dur un film. Ça paraît extraordinaire. Si on réfléchit bien, un disque dur, c'est quoi? Et comment c'est gravé? C'est gravé d'une manière magnétique ou électromagnétique, si on fait intervenir la prise de conscience. Donc, on va dire que sur un disque dur, sur un laser, sur tout ce qui est les gravures modernes, on grave d'une manière qui est purement magnétique. Donc, c'est l'énergie magnétique qui nous permet d'engrammer
les souvenirs dans nos cellules. La cellule réagit un petit peu comme un disque dur, hein. On va dire qu'elle a des millions et des millions de clusters et qu'elle peut mémoriser beaucoup de choses, si possible beaucoup de choses différentes. Hein, voilà. Et quand une cellule est pleine, si je puis dire, hein, quand les clusters sont pleins, bon, on passe au disque dur d'à côté, autrement dit à la cellule d'à côté. Ce n'est pas tout à fait exact, mais c'est pour vous donner une ébauche de la manière dont ça se produit. Donc de même que nous gravons d'une manière magnétique sur les disques durs, sur les lasers, hein, parce qu'avant on pouvait, maintenant aussi, hein, on peut graver des CD, hein, ou des DVD rewritables, comme on dit en anglais, puisqu'on est en France. Et donc, toute forme de gravure moderne sur ordinateur, en passant par les techniques d'ordinateur, se font de manière magnétique ou électromagnétique, si vous préférez. Bon. Donc, ce que nous avons gravé dans nos cellules au sujet des souvenirs, soi-disant, hein, des événements que nous avons vécus, ce que nous gravons en fait, c'est le souvenir, donc une information. Et pour que cette information soit vivante, hein, qu'on puisse au moins sentir si elle nous plaît ou pas, qu'on en ait conscience, hein, parce que comment savoir si une information nous plaît ou pas? Ben, on se fie à ce qu'on ressent tandis qu'on y pense. Hein. Donc la gravure est toujours double, parce que tout est double, toujours. Donc la gravure est de deux formes, c'est pour ça que je parle d'électromagnétisme. Elle se grave d'une manière électro par la prise de conscience que nous avons eue, donc c'est la partie électricité, on va dire, de la gravure, et elle se grave d'une manière magnétique du fait que c'est de l'énergie. Hein. Vous vous rappelez, enfin pour ceux qui suivent les cours, vous vous rappelez que nous avons un champ énergétique et informationnel autour de nous qu'on appelait avant l'aura, hein, en ésotérisme. Bon, ben l'aura, ça manque de précision, surtout qu'on donne un nom unique à quelque chose qui est de double nature, donc ça lui rend pas, ça rend pas la vérité, hein, ça lui rend pas hommage. Donc, en disant champ énergétique et informationnel, même si c'est typiquement moderne et quasi scientifique, ben, au moins on sait qu'on a un champ d'énergie qui contient des informations et de l'énergie qui sous-tend cette information. C'est pour ça que chaque fois que nous faisons allusion à un souvenir, ben, nous avons l'émotion qui remonte et qui est en rapport avec notre réaction à l'événement. Et encore une fois, ce n'est pas l'événement. Sinon, dans un même événement, si 10 personnes y assistaient, les 10 personnes réagiraient de la même manière ou d'une manière unique. Or, on sait très bien que 10 personnes qui expérimentent quelque chose, ben, on va dire que s'il y en a 2, 3 qui ont la même réaction, c'est vraiment en Byzance, quoi, c'est le bout du monde. Il y aura 10 personnes et il y aura 10 manières d'y réagir, d'où l'expression 1000 moines, 1000 religions, hein, qui est assez connue. Donc là, on s'aperçoit qu'une personne qui va se souvenir 10 ans après de la réaction qu'elle avait eue 10 ans auparavant, ben, en fait, elle se trompe un peu, là, ça n'aperçoit pas. Parce que si gravure il y a, et il y a gravure électromagnétique, cette gravure électromagnétique a besoin d'être entretenue. Si vous préférez, si vous gravez sur un disque dur une information et que vous le laissez de longues années de côté, en espérant que ça ne va pas croiser un haut-parleur avec les gros aimants qu'il y a à l'intérieur, normalement la gravure va tenir. Mais au bout de quelques centaines d'années, peut-être que la gravure ne tiendra pas. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'être réactivée. Chaque fois que vous, pour ainsi dire, hein, je ne sais pas si c'est exact dans l'absolu et au niveau purement scientifique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau purement spirituel, chaque fois que vous évoquez à nouveau un souvenir, vous invoquez de l'énergie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le contenu formel du souvenir. Par exemple, je faisais du patin à glace, je suis tombé sur les fesses, tout le monde s'est mis à rire, je me suis senti très gêné. Voilà, j'invente. Donc 10 ans après, dans quelle mesure vous serez encore et toujours gêné? Ça, c'est bien de l'énergétique, c'est de l'émotionnel, donc c'est de l'énergie. Bon. Donc, si vous vous souvenez, si vous invoquez souvent ce souvenir, vous allez réactualiser à chaque fois l'énergie qui va avec. Vous ne changerez pas le souvenir, vous n'allez pas dire je suis tombé sur les genoux, ou je suis tombé sur la tête, ou c'est la patinoire qui est montée vers moi. Vous allez dire simplement j'ai glissé en faisant du patin à glace, par exemple, et je suis tombé sur le cul, et en plus de me geler, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et je me sentais très mal. Bon. Donc, de très mal, ça passera plus tard à tiens, je me rappelle d'un souvenir marrant. Ah bon? Mais moi, j'étais là et je trouve pas que c'est marrant, parce que je te prie de croire que tu étais rouge comme un gratte-cul, tu étais rouge comme une pivoine, on va dire, c'est plus connu qu'un gratte-cul. Tu étais rouge comme une pivoine et je doute fort que ce soit marrant ou que tu ris à l'époque. En effet, à l'époque, on n'a pas ri, mais avec le recul, l'information ne prend plus la même importance à nos yeux. Donc, l'énergie a diminué. Pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas commis cette erreur
terrible de réactualiser régulièrement l'énergie. C'est-à-dire que si cette aventure, qui n'est pas si désastreuse que ça finalement, hein, si on réfléchit bien, si cette aventure s'est produite à 10 ans et qu'on y pense que, allez, 2-3 fois en 10 ans, on pourra dire qu'à un moment donné, on va dire que c'était pas grave. Ouais, bon, voilà. Mais si on y pense 3-4 fois par an, on va faire une erreur grossière, on va augmenter l'énergie qui sous-tend l'information. Bien sûr, l'information restera la même. Je suis tombé sur les fesses et je me suis senti mal, mais avec le temps, ça pourrait devenir je suis tombé sur les fesses, c'est le souvenir le plus terrible de ma vie. Vous voyez, bon. Alors qu'en fait, on pourrait dire, je suis tombé sur les fesses, c'était rigolo. À cette époque-là, je me suis un peu vexé, mais j'étais jeune. Bon, et puis, avec le recul, je m'aperçois que c'est plutôt marrant. Je me serais vu tomber, moi, j'aurais éclaté de rire aussi. Donc finalement, je ne leur en veux pas à tous ces gens. Vous voyez, l'énergie a diminué. Bon. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la choucroute? On m'a dit, quel rapport avec la question? Mais la question, c'est simple. Au sujet des traumatismes anciens ou même récents, comment les empêcher de se cristalliser? Alors, le mot cristalliser, je le comprends, mais il n'est pas tout à fait exact. Le mot exact, c'est engrammer. Autrement dit, avec quelle profondeur les sillons vont être gravés de ce souvenir. Hein, bon. Mais tout sillon qui se respecte nécessite quelque chose pour le remplir. Donc tout est double. Regardez quand par exemple vous avez, comment ça s'appelle, un 33 tours, hein, il y a des sillons, des micro-sillons, et vous avez une aiguille sur le bras là, hein, qui sert à lire la chanson qui est dessus. Et cette aiguille est toute fine au bout et elle rentre dans chacun des micro-sillons. Et donc elle a une piste de lecture, hein, qui va être, on va dire, qui va avoir tendance à ramener le bras vers l'intérieur jusqu'à la fin de la chanson. Hein. Bon. Donc on a donc on va dire un sillon. Ce sillon est un creux, et qui dit creux dit appelle à être rempli. Et c'est l'aiguille qui, en circulant dans le sillon, va remplir microseconde après microseconde un certain espace de lecture. Hein. Donc juste un sillon ne servira à rien. Juste l'aiguille sans sillon, ça ne servira à rien. Mais l'aiguille et le sillon, on a la loi, hein, le principe de polarité, que tout est double, mais opposé et complémentaire. Ce qui est un creux doit être rempli par ce qui peut le pénétrer. Hein, voilà. Je vais boire un coup, excusez-moi. Donc l'explication a quasiment répondu. Si vous ne voulez pas que se cristallise, autrement dit que ça engramme plus profondément encore les souvenirs désagréables, quels qu'ils soient. Hein, là, on parle de traumatisme, mais c'est quoi un traumatisme finalement? C'est quelque chose qui nous a traumatisés, certes, mais c'est une forte émotion. Si vous y pensez souvent, l'émotion va rester au moins égale. Bien sûr, on ne peut pas vivre 100 ans, bien sûr, mais enfin, je ne pense pas. Mais au bout de 200 ans, par exemple, même si on y pense régulièrement, l'énergie va légèrement s'évacuer et il viendra un moment où ce sera plus traumatisant, mais ça sera pas amusant, mais ce ne sera pas bien méchant. Hein, c'est un souvenir qui ne sera pas agréable, mais sans plus. Mais comme il est rare qu'on vive plus de 100 ans, la nature fera que plus ça sera traumatisant, plus on aura tendance à être interpellé par ce traumatisme. Autrement dit, on se dit qu'au départ, c'est nous qui invoquons et non pas évoquons, parce qu'on évoque, mais de loin. Invoquer, c'est faire venir. Évoquer, c'est parler de quelque chose qui reste à sa place. Je vais évoquer la Tour Eiffel, c'est pas pour autant que je vais aller à Paris ou que Paris va venir à moi. Mais si j'invoque la Tour Eiffel, alors où je dois me projeter sur Paris et aller au pied de la Tour Eiffel, ou je dois mener la Tour Eiffel à moi. Vous voyez, ce qui est un petit peu délicat quand même. C'est un peu lourd la Tour Eiffel. Donc c'est plus rentable, moi, de me dédoubler, d'y aller. Mais à force d'évoquer un événement, on convoque l'énergie qui le sous-tend. Voilà. Hein. On ne peut pas convoquer l'événement, on ne peut pas faire venir la Tour Eiffel là où j'habite. Par contre, on peut nous y aller. Hein, que ce soit un dédoublement, c'est pour donner un exemple énergétique. De la même façon, chaque fois que vous invoquez un souvenir, ce que vous invoquez, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on appelle le souvenir. Ce que vous invoquez, c'est l'énergie et vous lui dites « vas-y ». Et l'énergie va dire « qu'est-ce que tu veux ?» Ben vas-y, fais-moi peur, fais-moi honte, fais-moi ressentir de puissantes émotions. Et si l'énergie pouvait parler, elle dirait mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu m'invoques comme ça tout bout de champ? Ben parce que quand je suis traumatisé, peut-être que c'est désagréable, mais au moins il y a quelqu'un qui est traumatisé. J'existe. Souffrir quelque part, c'est une forme négative d'existence, mais c'est une forme d'existence quand même. Il y a des gens qu'on dit souvent, celui-là est toujours en train de se plaindre. Oui, mais je m'excuse, mais est-ce que le fait de se plaindre, quelque part, c'est pas un moyen d'attirer l'attention sur soi? Alors bien sûr, on peut attirer l'attention sur soi en devenant le champion du monde automobile. Mais celui qui ne sait pas conduire, ben, il va peut-être devenir le champion du monde des casse-bonbons. Et il attirera l'attention peut-être autant, sinon plus,
que le champion automobile. On a vu, pour ceux qui ont étudié dans la PSIESO, on sait que attirer l'attention par des choses positives, c'est pas très rentable. Demandez à n'importe quel journaliste spécialiste de l'information et vous verrez que c'est pas des conneries. Par contre, quand vous vendez du meurtre, quand vous vendez des trucs bien sales, bien traumatisants, bien du style on va flouter les parties intimes de la personne qui est toute à poil dans la rue, ben, tout le monde va regarder en espérant que le floutage se fera mal, vous voyez, et qu'on va pouvoir voir des choses. Ou si on nous dit attention cacher les enfants, parce qu'il va cacher les yeux des enfants parce qu'il va y avoir des scènes horribles, ben on s'approche de la télé, on est comme ça, on est fasciné. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la fascination morbide. Donc le négatif attire, le négatif fait converger l'attention mentale de tout le monde. Mais le positif, bon, imaginez, je présente des informations, bonjour messieurs, dames, aujourd'hui il ne se passe rien, enfin rien de négatif, que du positif. Il y a eu des enfants qui sont nés, ben, ça s'est bien passé, je suis désolé. Voilà, il y a une femme qui a failli tomber du pont, on l'a sauvée in extremis, ben oui, encore. Hein, voilà, ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse aucun chien écrasé. D'ailleurs, un chien a failli partir de chez lui, mais il n'a pas pu. Donc, il est resté, il a été bien nourri, tout va bien. Voilà. Et à un moment donné, ben, le mec se mettra à pleurer ou il partirait, il se lèverait dégoûté. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous raconte? Du bon, ça ne sert à rien, c'est pas vendeur. Bon. Donc, on sait que le négatif attire beaucoup plus attention que le positif. Du coup, on sait que nos souvenirs les plus négatifs, les plus désagréables, vont beaucoup plus être, on sera beaucoup plus tenté de les invoquer, donc d'invoquer l'énergie qui les sous-tend, que les souvenirs positifs. Hein, voilà. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de se poser de questions. Pourquoi les gens sont tellement devenus négatifs qu'ils en arrivent à vouloir faire de la pensée positive? Hein, pouet, pouet. Bon. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils veulent faire de la pensée positive. Donc, ils sont devenus tellement négatifs que finalement, ils ne savent plus penser sans se faire du mal. Alors bien sûr, si on dit à quelqu'un c'est toi qui te fais du mal, comme je l'entends encore, sous prétexte d'avoir étudié l'ésotérisme, on dit aux gens c'est toi qui te fais du mal. Il faut arrêter les conneries. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Si c'est quelqu'un détruit, il va vous mettre de baffe. Il va dire mais arrête tes conneries. Tu es en train de me dire que sciemment je me fais du mal, alors que je me plains de souffrir. Mais si on leur dit la vérité, qu'on leur dit bien sûr que ce n'est pas vous consciemment qui vous faites du mal. D'ailleurs, vous ne savez même pas comment vous faites du mal. Par contre, le fait d'évoquer souvent des souvenirs, ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez évoquer mentalement une information qui n'a pas à se déplacer, c'est une information. Mais vous allez surtout mettre en branle de l'énergie, une terrible énergie qui va augmenter d'année en année parce que vous l'invoquez de plus en plus. Alors il viendra un moment où la souffrance va devenir intenable parce que vous n'aurez fait qu'y penser. Voilà. Hein. Donc si vous ne voulez pas cristalliser les traumatismes, hein, comme dit la question, ben, évitez d'y penser trop souvent. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre question? Ah, voilà. Hop. Bonjour à ceux qui sont arrivés, au fait. Elsa, Christian, Jean-François, qui a eu encore Stéphane. Alors, hop. Alors, je vais changer de lunettes pour pouvoir lire, parce que ceux-là sont avec reflet, mais au moins... Au sujet des événements en vague, autrement dit, qui viennent d'une manière rythmique, cyclique. Une vidéo auditrice nous demande « Je me suis rendu compte que les choses de la vie arrivaient comme une vague sur laquelle il fallait surfer au bon moment. Peux-tu développer ce phénomène de cause, de temps, de fréquence, par exemple ?» Bon. Alors, je vais boire un coup, le temps de me brancher. Alors déjà, on pourrait se poser la question, pourquoi les choses arrivent en vague? Et d'abord, pourquoi en vague et c'est quoi une vague? Bon. Imaginons que vous êtes à table, vous mangez. Vous coupez ce que vous avez à manger, vous piquez avec votre fourchette, vous le mettez à votre bouche, vous le mâchez, vous attendez. Peut-être que vous coupez déjà le prochain bout. Et au bout d'un certain temps, vous allez apporter à votre bouche un second bout, après un troisième bout, après un quatrième bout. Et on va dire qu'il y a quelqu'un qui est là et qui vous observe. Il n'a que ça à foutre, il se fait chier dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui adorent regarder les autres. Hein. Ça leur évite de se regarder eux. Et il vous observe, il vous étudie, il dit « C'est intéressant ça ». Alors il prend la montre, tout ça. Et d'un coup, il s'arrête, il dit « C'est super ». Alors nous, on s'arrête avec un bout comme ça, à mi-chemin, on dit quoi? Qu'est-ce qui est super? Ben, je viens de remarquer que tu mets un bout de ce que tu bouffes, là, un bout de saucisse ou un bout de je ne sais pas quoi,
À peu près, en moyenne, tu mets un bout, une portion dans ta bouche toutes les 8 secondes. Donc, toutes les 8 secondes, tu mets un bout dans ta bouche. La personne va dire, ah ouais, c'est intéressant, mais alors? Ben alors, j'en déduis que tu mets 8 secondes pour mâcher et avaler ce que tu as mis préalablement dans la bouche. Et après, tu vas mettre un autre bout, puis un autre bout. Donc, il y a une espèce comme ça de cycle de 8 secondes. Bon. Sur le coup, vous allez dire, celui-là, il s'emmerde vraiment dans la vie, quoi. Hein, bon. Mais quelque part, ça vous interpelle, vous dites, c'est intéressant, tiens. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui puisse se manifester par vague, par cycle? Alors vous allez vous apercevoir qu'on va par exemple aux toilettes d'une manière cyclique. Mais ces cycles peuvent s'accélérer ou s'élargir. Autrement dit, vous pouvez aller pisser 3 fois d'affilée en 1 heure, et autant vous resterez 10 heures sans aller aux toilettes. Vous voyez, bon. Alors, on s'aperçoit que la vie nous oblige à faire certaines choses. Mais par contre, le cycle nous appartient. Comment je peux dire ça? Vous, par exemple, vous devez apprendre 10 choses. Ça, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Vous apprendrez ces 10 choses, que ça vous plaise ou pas. Par contre, combien de temps vous mettrez pour les apprendre? Ça dépend que de vous. Autrement dit, la vitesse à laquelle vous passerez d'un état d'esprit à l'autre, d'un apprentissage à l'autre, après avoir bien sûr intégré le premier, puis le second, avant de passer au troisième, etc. Cette vitesse, ce qu'on appelle la vitesse mentale, hein, cette vitesse qui vous permet de passer d'une condition à une autre, d'un événement à un autre, d'un souvenir à un autre, d'une pensée à une autre, etc., c'est ce qu'on appelle la vitesse mentale. Hein. Et ces cycles, qui ne sont pas nécessairement des cycles cérébraux et qui ne correspondent pas nécessairement, bien qu'il y ait un lien avec les cycles du cerveau, c'est-à-dire la fréquence vibratoire de votre cerveau. Hein. Par exemple, vous pensez à 10 informations à la minute ou 20 informations à la minute, etc. Bon. Donc, la vitesse avec laquelle vous passez d'une condition quelconque à une autre dépend de vous. C'est vos cycles personnels. Alors, ces cycles ne sont pas, c'est pas comme une signature qui est toujours à peu près pareille. Ce sont des cycles qui varient, mais qui ne varient pas gratuitement, qui varient pas d'une manière aléatoire. Hein. C'est pas ploum ploum. Ce sont des cycles qui varient en fonction de vos besoins du moment. Et c'est évident que ces cycles vont varier. Je m'explique. Imaginons qu'on vous propose, par exemple, de traiter une information. Combien font 3 fois 3? Bon, ça ne vous prendra pas 2 heures. Après, on va vous dire, combien font 254 divisé par 8 multiplié par 28 divisé par 16 à la racine carrée de 18? Ou est-ce que je peux avoir un peu plus de 10 secondes pour répondre? On va vous dire oui. Donc vous voyez que qu'est-ce qui fait varier les cycles? Qu'est-ce qui fait varier le fait que, par exemple, il m'arrive 2 événements positifs dans la vie, enfin dans la journée, pardon, et le lendemain 4, et pendant 2 jours rien, et etc. C'est mon cycle digestif, si je puis dire. Hein. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir plus de temps à digérer un repas lourd qu'un repas léger? Ben, la réponse est dans la question. Hein. Bon. Donc, si la vie vous confronte à des événements qui vous perturbent, vous n'allez pas passer d'une seconde à l'autre à un autre événement, c'est pas possible. Il va vous falloir un temps d'ingestion et un temps de digestion. Bon. Donc, comme ce qu'on a ingéré n'a pas toujours la même quantité, c'est pas toujours la même dose, c'est pas toujours la même qualité, donc nous allons avoir un cycle de digestion mentale un peu plus court ou un peu plus long. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que les gens qui parlent de cycle, de temps, sauf la cause qui n'a rien à foutre ici, c'est un autre débat, mais bon, normalement, quand vous dites qu'il arrive des événements vagues, vous avez remarqué, et d'ailleurs la sagesse populaire dit qu'un emmerdement arrive rarement seul. Hein. Voilà, on va dire qu'il arrive une merde, il en arrive 2, il en arrive 3. Bon, vous allez me dire, ok, donc le cycle c'est 3 dans la même journée. Faux. Faux. Vous vous trompez de cycle, vous vous trompez de niveau cyclique. En fait, qu'il vous en arrive une d'emmerde, ce qui arrive des fois, et là par contre vous ne dites pas, il en arrive toujours 2, toujours 3. Hein, bon. Et on est assez de mauvaise foi. On s'invente des, des anecdotes, on s'invente, non pas des anecdotes, on s'invente des proverbes là où il y a pas lieu qu'il y en ait. Hein. Parce que quand il vous arrive une emmerde seule, et que pendant 6 mois il ne vient plus rien, vous ne dites pas, oh, quand il arrive une emmerde, on en a pour 6 mois. Par contre, s'il en arrive 2, on va dire, ah ben qui va 2 va 3. Et puis dans la même journée, il va en avoir plein. C'est faux. Hein. Heureusement qu'on n'a pas le pouvoir de faire arriver tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on souhaite sans s'en rendre compte. Donc, quel est le vrai cycle, par exemple, de 3 emmerdes qui vous arrivent sur un cycle d'1 heure? Par exemple, 3 heures, 3 emmerdes. C'est-à-dire, waouh, chaque heure une emmerde, ça fait beaucoup. Non, pas tant que ça. Parce que le cycle n'est pas 1 heure pour chacune des emmerdes,
mais plusieurs jours, voire plusieurs mois, pour 2 cycles d'emmerdement. Autrement dit, par exemple, il y a 3 mois, il vous est arrivé 3 catastrophes à la file, et vous avez dit, ah, ça y est, une emmerde n'arrive pas seule, et vous ne vous rappelez plus. 3-4 mois après, vous en arrivez encore 2-3 à la suite. Alors vous dites, mon cycle, c'est... Non, le cycle, c'est 3-4 mois. Vous voyez? Donc finalement, quand on prend du recul, on s'aperçoit que non seulement on se trompe de cycle, mais on se trompe d'excuses, on se trompe de cause, on se trompe de tout. Quelle est la cause d'un cycle de 3 mois? Ben, c'est vous qui êtes la cause de ce cycle de 3 mois. C'est-à-dire que si au lieu d'avoir 3 merdes d'affilée, je dis bien 3 merdes d'affilée dans le même jour, mais toutes les semaines, vous pendriez. Hein, vous choisissez le gaz, vous vous noyez, vous vous assassinez, vous vous suicidez, que sais-je. Bon. Maintenant, 3-4 mois, bon, vous allez me dire, mais je ne mets pas 3-4 mois pour oublier des problèmes. Ce n'est pas la question d'oublier. C'est la question que ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu, va passer dans le subconscient. Et lui, il a un travail en arrière-plan à effectuer. Et lui, peut-être qu'il y faut 3-4 mois avant de traiter d'autres informations, y compris celles en arrière-plan. Bon. Donc, une personne qui a un mental plutôt faible aura des cycles qui seront assez étendus, contrairement à la mauvaise foi de la personne qui lui fera dire qu'il a souvent des emmerdes. C'est simple. Qu'est-ce que avoir souvent des emmerdes? Pour certains, c'est en avoir toutes les heures. Ça fait souvent. Pour certains, c'est une par semaine. Et pour certains, c'est une par an, parce qu'ils n'ont aucune résistance à l'effort. Dès qu'il leur tombe une merde, ils sont catastrophés. Ils sont anéantis. Alors, il leur faut une année pour s'en remettre. J'exagère, hein. Personne n'a un cycle d'un an, hein, sinon il nous faudrait avoir 50 vies pour apprendre une chose. Bon. Donc, on a des cycles qui nous permettent non pas de nous remettre de nos émotions, comme on pourrait le croire, mais de nous remettre de nos compréhensions. Et oui, parce que quelle que soit votre manière de comprendre ce qui vous arrive, y compris celle de « je ne comprends pas ce qui m'arrive », c'est une manière de comprendre, hein, de ne pas comprendre, si je puis dire. En partant de je ne comprends pas ce qui m'arrive, ou alors je ne comprends jamais ce qui m'arrive, et un beau jour, ça sera je commence à me poser des questions. Et bien plus tard, et donc ça sera un cycle de compréhension, là c'est encore autre chose, ce n'est pas les emmerdes qui nous amènent à ces compréhensions, c'est un cycle de compréhension qui découle des emmerdes. Donc ça fait 2 cycles différents. C'est plus facile à comprendre qu'expliquer. Donc au bout de quelques années, des fois il faut 10 ans pour ça, on se dit je commence à comprendre. Et en effet, on commence à comprendre, sinon on ne le dirait pas. Donc c'est quand même amusant qu'il nous faut 10 ans, non pas pour comprendre, mais pour accepter de passer par tous nos caprices cycliques. Parce qu'il y a des gens qui adorent dire je ne comprends pas, même s'ils comprennent. Hein. Le premier jet, c'est je ne comprends pas. Vous voyez? La femme va rentrer chez elle, elle va voir son mari, elle dit chérie, je ne comprends pas. Il y a un mec qui me suivait dans la rue, il faisait que me mater, je ne comprends pas pourquoi. Et le mari lui répond ben, moi, je n'ai pas vu qui te suivait, je ne sais pas si te matait, mais je sais que si tu peux mettre une jupe un peu plus longue et moins moulante, peut-être que ça t'arrivera moins. Vous voyez? Donc, il y a une manière, on n'a pas les mêmes cycles. Il y a les cycles réels, c'est-à-dire le cycle de l'intelligence, on a plus ou moins d'intelligence. Et après, il y a le cycle inventé par l'homme. Par exemple, la femme va se dire, je ne comprends pas pourquoi cet homme me regarde. Ah bon, ok. Et t'as plus simple, oui, je ne comprends pas pourquoi cet homme ne me regarde pas en face, dans les yeux, quand il me parle. Et la femme, elle a un décolleté jusqu'au nombril, vous voyez, et elle a 95 autour de poitrine. Ça peut se comprendre, mais pour ça, il faut être un mec. Voilà. Hein bon. Donc, on voit que des fois, les gens, c'est pas qu'ils veulent être plus idiots que ce qu'ils sont, mais bizarrement, ils ont des cycles qui font qu'en premier, ils ont décrété qu'ils ne vont pas comprendre. Bien sûr, ils ont compris depuis longtemps. Ils ont décrété qu'ils n'ont pas compris. Après, ils vont décréter que, et ils ont un cycle comme ça. Parce que ce cycle, quand est-ce qu'il s'installe? Ben, il s'installe quand on est petit. Parce qu'on est petit, on n'a pas envie de faire face à cette chose terrible qu'on appelle l'autorité parentale. L'autorité parentale, ça a l'air d'être un mot simple. Mais pour un gosse, c'est 2 coups de pied dans la gueule. C'est un coup de Rangers dans l'âme. Hein, vous voyez, comme disait un collègue. Je trouve ça assez révélateur. Un coup de Rangers, c'est des grosses chaussures comme on a à l'armée, vous savez. Un coup de Rangers dans l'âme. Et pour le gamin, ne pas l'autoriser à sortir jouer avec les collègues alors qu'il les entend hurler de joie, c'est... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Non, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas d'équivalence dans le... comment on appelle ça? Il n'y a pas d'équivalence au niveau de l'adulte. Quand un adulte pleure, il est chagriné, mais bon. Mais un enfant, quand il a un chagrin, c'est un univers qui s'effondre. Heureusement qu'il a un avantage,
Parce qu'on dit toujours que les enfants, ils souffrent plus que les grands. Alors, oui, non, oui, c'est pas vraiment ça. En fait, s'ils avaient l'intellect d'un adulte totalement réalisé tel que celui d'un adulte, on va dire, hein, et totalement conditionné, ben, je pense qu'il se flinguerait, le gamin. Parce que vu le degré de souffrance probable, s'il lui était possible de réaliser à quel point il souffre, qu'il ait le recul pour s'observer, dire oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez, il n'a pas ça. Il n'a pas le développement mental voulu. Donc, du coup, il ne peut pas. Il ne peut qu'être complètement immergé dans la souffrance. Donc, il n'y a personne pour souffrir en se regardant souffrir, si je puis dire. Hein, voilà. Il n'y a pas de version de soi regardée par une autre partie de soi-même. Bon. Donc, il n'y a pas de conscience, il n'y en a qu'une seule. Heureusement. Mais la souffrance est beaucoup, énormément plus grande. Pour l'adulte, elle est moins grande, mais il y a ce côté, mon Dieu, je viens de me voir souffrir. C'était intolérable. Bien sûr que c'est intolérable de se voir souffrir. Mais si on ne pouvait pas se voir souffrir, on ne souffrirait pas. Vous voyez, bon. Ou du moins, la souffrance serait moindre. Bon. Donc, au sujet des cycles, il me semble avoir quand même relativement répondu. Je ne peux pas rentrer non plus dans toutes les lois, les principes qui sont liés à ça, mais on va dire que les cycles, les phénomènes qui vous arrivent, les événements qui vous arrivent, bien sûr qu'ils sont cycliques, mais pourquoi tantôt il vous arrive une bonne nouvelle par an, et tantôt vous arrive 10 bonnes nouvelles par an, et tantôt vous arrive une merde par semaine? Simplement, pardon, simplement parce que vous venez à peine de digérer une première information, avec l'énergie qui la sous-tend. Vous savez que quand vous mangez, vous prenez tous les éléments, enfin vous, le corps prend tous les éléments nutritifs et les dispatche, hein, les distribue au corps. Donc on a l'information qui est par exemple une feuille de salade, et tous les éléments nutritifs, si tant est qu'il y en ait beaucoup dans une feuille de salade, qui vont être réservés au corps. Donc on a bien la forme et la force. La forme, c'est la feuille de la salade, hein, ou sa nature, et la force, c'est quelle quantité d'éléments nutritifs elle pourra produire, hein, pour le corps. Donc quand vous mangez certains aliments, comme par exemple les lentilles, hein, ben, il va y avoir beaucoup d'énergie dans les lentilles. Pourtant, les lentilles, quand on les voit, l'information en elle-même, ce qu'elle raconte au corps, c'est pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on préfère manger certaines choses plutôt que des lentilles. Hein, mais un plat de frites, par exemple, il va beaucoup parler au corps, hein, surtout aux gens gourmands comme moi, mais il ne va pas apporter grand-chose au corps. D'accord? Donc la forme sera séduisante, mais la force sera moindre. Hein, même si ça me fait de la peine de le reconnaître. Bon, voilà. Allez, on va changer de question. Ah, celle-là, elle est rigolote. Quelle heure il est? Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas mon senseur en jupon là, qui me dit attention, il ne reste plus que 5 minutes. T'as encore parlé comme une pipelette. Hop, avant de lancer, rien que pour vous emmerder, je bois un coup. Bien. Allez, c'est parti. Paf. C'est beau quand même le modernisme. On appuie sur une touche. Salut à ceux qui arrivent en cours. Hein. Si vous avez loupé le début, c'est pas grave. Hein, vous regarderez le replay à Camille, puis Pirouette, Fédois, Fabrice, Patrick, hein, Denis. Voilà. Donc, question numéro 18. Oh, 3 questions aujourd'hui, je fais fort. Là. Question numéro 18. Je vais changer de lunettes. Ah, tiens, j'y vois mieux comme ça. Question numéro 18. Comment réussir à savoir si nous pensons notre vie au lieu de la vivre? Excusez-moi, je ne me moque pas. Je suis un brin taquin. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Comment je vais pouvoir tourner ma question pour la rendre vachement sympathique? Comment savoir si je suis devenu vraiment un champion du monde du saut d'obstacle ou si je m'imagine l'être seulement? Non, non, bon. Comment savoir si j'ai vraiment écrit 30 bouquins, 30 best-sellers, hein, en roman, ou est-ce que simplement je me fais des films au sujet de romans que j'aurais simplement écrits en esprit mais pas en vérité? Vous voyez, c'est la même question. Bon. Maintenant, l'idée n'est pas de savoir si la question est intéressante ou pas, si elle est intelligente ou non. C'est pas ça l'idée. Là, j'ai répondu au côté rigolo. Maintenant, on va fouiller plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment une personne peut arriver à poser cette question.
Ça ne veut pas dire, ça va pas la remettre en cause, ça ne veut pas dire, oh là là, mon Dieu, j'ai posé la question, je ne sais plus qui a posé la question, on s'en fout. Mais ça ne veut pas dire, mon Dieu, j'ai posé la question, donc je suis conne ou je suis con. Non, non, pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est de fouiller plus loin. Une question comme ça, normalement, on devrait y répondre soi-même, sauf si, et là, ça devient intéressant. Parce qu'on a tendance, depuis l'école, on a tendance à croire que les autres ont le pouvoir de nous juger. Alors qu'en fait, ils ont le pouvoir de nous ramener à nous-mêmes. Parce que si quelqu'un nous dit, si on y pose une question, et que la personne nous dit, ben, la question est bête, vous pouvez lui dire, ben, voyons si ta réponse sera intelligente. Hein, comme ça, on aura l'opposé complémentaire. Et généralement, ça désarme un petit peu, ça, vous voyez, parce que du coup, vous mettez la pression de l'autre côté, vous ne la prenez pas sur vous. Parce que dire qu'une question est bête, c'est très con. La connerie, c'est de dire ça. Une question n'est jamais bête. Une question est parfois une réponse sous-jacente. Autrement dit, il faut fouiller dans l'âme de la personne si on peut, ou sinon à travers la question et repartir vers l'âme de la personne. Et on peut se poser la question, mais puisque ça a l'air si logique et que la question, bon, apparemment, elle est innocente, donc la personne devrait connaître la réponse. Hein. Comment savoir si j'ai gravi la Napurna pour de vrai ou si je me fais des films à ce sujet. Vous voyez? Bon, comment savoir si je peux soulever, encore plus compliqué, hein, comment savoir si je peux soulever 100 kilos d'un bras ou pas? Devinez. Hein? Voilà, on n'essaye surtout pas. Bon. Donc, la question, justement, doit être prise avec sérieux. Pourquoi? Parce que, justement, elle a l'air innocente. Elle a l'air d'une simplicité désarmante. Elle a l'air presque étonnamment simple. Alors, on devrait s'étonner, non pas de la simplicité de la question, mais s'étonner que personne ne pense à chercher plus loin, à chercher en amont. Qu'est-ce qui se cache derrière une question, apparemment, qu'on ne devrait pas poser, puisque tellement qu'elle est simple, la réponse. Vous me suivez? C'est plus dur à expliquer, à comprendre. Là, on est dans l'âme, donc c'est quelque chose d'assez subtil. Bon. Comment réussir à savoir si nous pensons notre vie au lieu de la vivre? Donc, maintenant, oublions la question. Voyons le ou la personne qui a posé la question. Voilà une personne qui s'interroge. Voyons ce qu'on peut dire sur cette personne. Après, elle se reconnaîtra ou pas. Je ne sais pas si elle est là ou si elle viendra écouter plus tard. La personne s'interroge pour savoir si elle pense sa vie ou si elle la vit. Alors là, ce n'est pas possible. Je le redis encore une fois, et ce sera la dernière. Donc, la personne a un problème. Déjà, d'entrée, elle nous explique qu'elle ne sait pas faire la distinction entre ce qu'elle pense et ce qu'elle vit. Donc, d'entrée, on sait que c'est pas, non seulement ce n'est pas une question, mais c'est une affirmation que c'est exactement ce que vit la personne. C'est-à-dire qu'elle ne vit pas sa vie, elle la pense. Mais en plus, on pourrait se poser la question, mais pourquoi elle pense sa vie au lieu de la vivre? Vous me suivez? On ne peut pas se poser ce genre de questions, à moins qu'on soit arrivé à un point où on ne fait même plus la distinction. Et si on arrive à un point où on ne fait plus la distinction, on n'a pas à critiquer la question. On a simplement à se dire, tiens, c'est vrai au fait, la personne, ben, elle en est là, peu importe. Elle n'est pas tombée là, elle n'est pas arrivée là, elle n'est pas montée là, elle en est là. Bon, au moment de sa vie, elle se pose cette question. Donc ça veut dire qu'elle n'est plus capable ou qu'elle n'est pas capable. Parce que plus, ça veut dire qu'elle a été, qu'elle n'est plus. Ça, j'en doute fort. Ça veut dire que la personne n'a pas les outils nécessaires pour réaliser si elle vit sa vie ou si elle la rêve. Donc, on sait que la personne rêve sa vie depuis X temps. Je ne sais pas quel âge elle peut avoir, bon, peu importe. Donc, ça veut dire que cette personne, depuis toujours, vit dans sa tête et ne vit pas réellement avec les gens. Elle vit avec l'image des gens. Elle vit avec l'idée qu'elle se fait des gens. Et elle vit surtout avec l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Hein? Donc, la vraie question n'est pas de savoir de distinguer ça. La véritable question, c'est de savoir si la personne est capable de réaliser à quel point elle se répond à elle-même. À quel point elle se répond 2 fois elle-même. Autrement dit, une première fois, elle se répond en disant: ah ben oui, tiens, c'est vrai, je m'avoue là par la question que je vis dans ma tête. Mais est-ce que j'en étais consciente? Ça veut dire, ben oui, puisqu'elle pose la question. Mais non, puisqu'elle pose la question. Vous voyez? La question n'est pas de savoir si elle vit dans sa tête. Ça, c'est une affirmation, c'est clair, elle vit dans sa tête. La question, c'est de savoir si, tandis qu'elle vit dans sa tête, il y a un autre niveau d'elle-même. C'est pour ça qu'on parle souvent de l'ego, du moi, du soi, de ci, de là. On a l'impression qu'on est à 50 là-dedans, dans la tronche, là. Mais en fait, c'est simplement que la conscience peut se scinder en plusieurs parties pour avoir cette capacité de s'observer elle-même. La conscience ne peut pas s'observer. Il y a des fois où on parle et on n'écoute pas ce qu'on dit. Hein, outre le fait qu'on dit celui-là, il s'écoute parler, donc c'est péjoratif. Mais je m'excuse, ce qui est péjoratif, c'est de ne pas s'écouter parler. Parce que si les gens s'écoutaient parler, ils raconteraient beaucoup moins de conneries.
Hein. On est bien d'accord. Il mettrait moins mal à l'aise les autres, sauf s'il le faisait exprès, et on serait moins mal à l'aise à répondre à certaines questions, parce qu'on ne sait pas par quel bout attraper la réponse, vous voyez, sans blesser, sans choquer, etc. Bon. Donc, la personne vit en esprit, pas en vérité. Alors maintenant, pourquoi elle vit en esprit, pas en vérité? On parle souvent des gens qui sont, on appelle ça, ouais, les autistes. Moi, ça me fait rire. Si vous saviez, si on devait me donner 1 € pour tous les gens qui sont autistes et qui l'ignorent, ben, je me ferais du fric. Hein. Je n'aurais plus besoin de travailler pour toute ma vie. Et je pourrais même, plusieurs générations, les alimenter. Pourquoi? Parce que l'autisme, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si on devait donner une définition moderne, mais ésotérique. Attention, hein, je ne parle pas, comme ne disent pas, ouais, c'est pas ça l'autisme, je m'en fous du dictionnaire, je m'en fous de ce que pensent les grands professeurs de ceci, cela. Pour l'instant, c'est des grands professeurs pour nous expliquer un problème. J'aimerais qu'ils deviennent des grands professeurs pour soigner ou pour trouver la solution. Excusez-moi, mais bon, voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir définir l'autisme dans sa globalité. Et la meilleure façon de définir quelqu'un qui est autiste, d'un point de vue, je le répète, de la psyéso et donc de l'ésotérisme, c'est de dire que c'est une personne qui n'arrive pas à rentrer. C'est une personne qui vit dans sa tête et qui n'arrive pas à participer. C'est une personne qui a une bulle qui est devant elle. À travers cette bulle, elle voit le monde, elle voit les autres, mais elle n'arrive pas. Si elle tend la main, elle tape dans sa bulle. Et quand on lui tend la main, ben, ça tape dans sa bulle. Il y a manque de communication. Il n'y a pas possibilité de communication. Pourquoi? Parce que d'un côté, les gens ne savent pas comment communiquer avec les gens qui sont autistes, et les gens qui sont autistes ne savent pas comment participer à ça. Hein. Parce que bon, beaucoup de gens voudraient comprendre les gens qui sont autistes, mais je vous préviens qu'il risque d'y avoir des froissements, des vexations, parce que vous aimeriez peut-être pas savoir ce que pense un autiste d'une personne qui se croit soi-disant normale. Parce que c'est quoi normal? La normalité n'existe pas, parce que le mot normal était fait pour des gens qui sont complètement alignés sur la divinité. Or, on peut les compter sur les 5 doigts de la main dans l'univers, n'est-ce pas? La norme Al, la norme de Dieu, même pas on y pense. Bon, donc il n'y a rien de normal. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont humaines. Tout est humain d'ailleurs. Il est humain de croire qu'on est mieux qu'un autre. Il est humain de supposer qu'on est moins qu'un autre. Tout est humain, puisque tout est dans la nature humaine. Hein. Il faut de tout pour faire un monde. Et chaque partie de ce tout participe à ce monde. Hein. Bon. Donc, une personne qui est autiste est une personne qui ne sait pas euh, comment je peux dire, percuter. Elle ne sait pas comment. C'est comme si vous vouliez toucher une chose et que vous n'osez pas ou que vous ne savez pas par quel bout l'attraper. Elle ne peut pas participer, elle ne peut pas communiquer. Maintenant, pourquoi elle ne peut pas communiquer? Cette personne qui se pose la question, on pourrait dire, oh, elle est un peu bête. Hein. Eh bien non, pas sûr. Peut-être elle ne sait pas par quel bout attraper cette misère humaine. Peut-être qu'elle ne sait pas par quel bout attraper les gens qu'elle rencontre et que c'est pas qu'elle a peur, mais elle n'ose plus ouvrir la bouche ou elle n'a jamais osé ouvrir la bouche parce qu'elle a peur de se faire ramasser. Elle se dit, je suis avec des fous furieux là, je suis avec des malades mentaux. Alors qu'on pourrait croire que c'est elle qui a un problème socio-culturel, alors que c'est les autres qui sont des sauvages. Vous voyez? À ses yeux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? L'idée n'est pas tant là. L'idée est de comprendre que si vous pensez que vous vivez dans un monde de fous furieux, vous n'oserez pas participer. Vous savez, il y a cette espèce de, comment on appelle ça, enfin, c'est pas un proverbe, mais cette phrase moderne qui est très jolie, qui dit que c'est pas un signe de bonne santé de se sentir intégré dans un monde de fous. Hein. Bon, moi, je le sors à ma façon, je ne sais plus la phrase exacte, on s'en fout. Ce que je retiens, c'est l'idée générale. Quelque part, on arrive à une époque, et c'est malheureux quand même, où on dit que si vous êtes parfaitement adapté à la société, c'est que vous êtes un gros malade mental. Et quelque part, excusez-moi, mais c'est quoi parfaitement adapté? Ça veut dire que vous allez vous entendre avec le premier venu, ça veut dire que quand vous rentrez quelque part de suite, vous vous alignez sur le rythme, et pour s'aligner sur le rythme de tout le monde, encore faut-il que vous soyez capable de le faire. Encore faut-il que tout le monde soit déjà sur un seul rythme, de manière à vous aligner sur ce rythme. Mais si vous êtes avec des gens qui ne savent pas où ils habitent, et que tandis qu'il y en a un qui monte, l'autre descend, et tandis qu'il y en a un qui a envie de crier, l'autre il a envie de s'endormir, vous allez percuter où? Vous allez voir 10 personnes, 10 religions. Laquelle vous allez épouser de religion? Vous voyez? Donc, dans un monde où les gens n'arrivent même pas à s'entendre entre eux, comment voulez-vous arriver à s'entendre avec ce monde-là? Vous voyez? Donc, on voit que déjà, on a changé de niveau. On voit que cette question, de bête qu'elle pouvait paraître au départ, si on ne réfléchit pas, et si on n'est pas un psyéso ou un psychologue, peu importe, on se dit, tiens,
Cette personne, la vraie question, c'est pas de savoir si elle pense sa vie au lieu de la vivre ou si elle la vit vraiment. La question est de savoir si elle est consciente qu'elle a choisi depuis longtemps. Elle a choisi depuis le départ. Elle a choisi depuis le début, mais ce choix n'était pas totalement volontaire ou conscient. Elle n'a pas choisi sciemment. Elle a choisi par défaut. Quelque chose en elle, qui est son humanité, a choisi pour elle. La peur peut-être, peu importe. Il n'y a pas à juger. Mais simplement, cette personne-là, si elle voulait s'observer de près, elle verrait qu'elle n'est pas capable de percuter ou de connecter, je ne sais pas quel mot prendre, hein, de rentrer dans le lard. Elle ne peut pas. Elle peut pas. C'est comme les gens qui arrivent dans une réunion ou dans une fête qui a déjà commencé depuis 1 heure ou deux. Ben, ils se sentent mal à l'aise. Ils auraient voulu être les premiers et voir arriver les autres parce qu'ils auraient pu s'adapter psychologiquement. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça ou si vous en connaissez qui en ont parlé, mais il y a des gens qui n'aiment pas arriver dans une fête qui bat son plein parce qu'ils n'arrivent pas vous voyez, c'est comme un bus qui démarre, il a la porte ouverte, vous courez à côté pour monter et vous cassez la gueule parce que vous pensez que vous pouvez poser le pied sur la margelle tout en marchant. Et non, le bus, il va continuer, vous allez vous casser la gueule. Pour pouvoir monter dans un bus en marche, même s'il y a une rampe, même s'il y a une margelle, même si c'est ouvert les portes, ben, il faut que vous couriez au moins à la même vitesse que le bus, qu'il n'y ait pas de DDP, de différence de potentiel, entre la vitesse de déplacement du bus et vous. À ce moment-là, vous pourrez rentrer d'une manière, je veux dire, digne, hein dignement, sans vous casser la gueule et vous faire traîner avec la jupe jusqu'aux oreilles si vous êtes une femme, etc. Bon. Donc, la vraie question est, pour la personne qui a posé la question, c'est es-tu consciente ou conscient que tu n'as jamais réussi à connecter à ce monde et es-tu conscient de la raison? Là encore, il ne faut pas rentrer dans le jugement. Parce que si on juge, on exclut. Pouf. C'est-à-dire que si vous dites qu'une personne, elle n'arrive pas à s'intégrer parce qu'elle est ceci, elle est cela, elle ne veut pas, elle est orgueilleuse, mais vous n'avez rien compris la question. Ça aidera pas. Dire à quelqu'un, tu n'auras pas t'intégrer parce que tu es con, ben, c'est encore plus con. Dire à quelqu'un, tu n'auras pas t'intégrer parce que tu es orgueilleux, c'est comme un jeu de cartes que vous lanceriez à la gueule de quelqu'un et dire c'est laquelle tu veux. Et le mec, il dit valet de cœur, ça tombe bien, c'est ce que tu m'as envoyé. Vous voyez, ça la rasbaille, comme on disait quand on était jeune. Hein, c'est ploum ploum, aujourd'hui ça marchera. Ah merde, c'est pas sur toi que ça tombe. Voilà. Donc, pour comprendre quelqu'un, il faut comprendre ce quelqu'un. Autrement dit, quand la personne vous dit ben moi, j'arrive pas à connecter avec ce monde parce que je trouve que c'est un monde de fou, il ne faut pas dire a-t-elle raison ou tort. Ça veut rien dire. C'est stupide. C'est pas de la psychologie, c'est de l'ânerie. C'est de la connerie monumentale. L'idée est de savoir que si la personne pense ça, voilà ce qu'elle va vivre. Alors posez-vous la question, pourquoi elle pense ça? Et non pas pourquoi elle pense ça alors que c'est faux. Waouh, ça va quoi. Vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes pas l'étalon modèle de l'humanité. Vous ne savez pas ce qu'est l'ordinaire. Vous ne savez pas ce qu'est la norme de Dieu. Vous ne le savez pas. Et le jour où vous le saurez, peut-être que vous ne jugerez plus. Non pas parce que c'est mal, non pas parce que c'est moche, non pas parce que ça ne se fait pas, et toutes ces âneries judéo-chrétiennes, mais simplement parce que c'est une marque et une preuve de stupidité sans fin, sans nombre, sans égal, je ne sais pas comment dire. C'est stupide. Non pas de juger, non pas de condamner, encore une fois, on ne fait pas de la morale. On explique simplement que si une personne est persuadée qu'on veut la tuer, c'est sa persuasion qui la tuera. Voilà, si vous préférez aller. Mais l'idée de lui dire mais non, tu te fais des idées, c'est très con. C'est très con, ça. Voilà. C'est un peu comme la question, est-ce que je dois cacher à quelqu'un qui va mourir de sa maladie d'ici quelques mois, ou est-ce que je dois y révéler? Si je dois y cacher, pourquoi? Si je dois y révéler, de quelle façon? Vous voyez, les gens ne se rendent pas compte, mais ils se prennent pour Dieu, hein, c'est clair. Ils voient le mal de partout, alors que le mal, c'est eux qui le projettent. Ils voient de l'orgueil de partout, alors qu'il n'y en a qu'un orgueilleux, c'est l'œil qui regarde, etc. On n'a rien gagné à juger. Encore une fois, je me répète, attention, je ne parle pas de jugement dans le sens moraliste ou moralisant du terme. Je parle de jugement dans le sens très con du terme. Juger, c'est se débarrasser d'un problème et donc de la solution qui va avec, parce que les deux sont liés. C'est le principe du serpent. Si un serpent venimeux vous mord, ben, il faut tuer le serpent et le mener dans une pharmacie pour qu'ils en extraient l'antivenin. Parce que le serpent, il est con, mais pas au point si se mord, il meurt. Il a son propre antivenin, si vous préférez. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est le principe du serpent. Donc de la même façon, juger quelqu'un et se débarrasser de la problématique qu'il nous présente,
parce qu'en fait, on est incapable de la régler, on est incapable même de la comprendre. Mais plutôt que de dire, je suis tellement con, je ne comprends pas ce que tu me dis, on va dire, ouais, t'es con de ce que tu dis. Voilà. Donc, c'est une manière de se débarrasser et de la vérité, de ce que les gens vivent vraiment, hein, parce que c'est ça la vérité, ce qu'ils vivent vraiment, et de l'opportunité d'apprendre un peu plus sur soi, sur les autres, etc. Donc, cette personne est incapable, voilà, tout simplement, de connecter avec le live, avec le vivant. Pourquoi? Parce que, justement, c'est à elle de chercher qu'est-ce qu'elle ressent en secret, et arrêter que ce soit secret, et qu'elle se l'avoue. J'ai peur de, ou je crois que je ne vais pas arriver à, ou j'ai l'impression que, etc. Et une fois qu'elle aura trouvé la bonne sensation, parce que ça ne peut pas être une idée, sinon elle y penserait, hein, une fois qu'elle trouvera l'espèce de monstruosité qui est derrière et qui la prive de la vie sociale, hein, des joies de la vie à plusieurs, à deux, à 15, avec les amis, les sorties, tout ça, tous les plaisirs de la vie qui sont non pas innocents, mais qui sont tout à fait naturels. Hein. Bon. Donc, une fois que la personne a trouvé le monstre qui bouffe l'âme, ben, son âme n'est plus bouffée, il n'y a plus aucun souci. Il n'y a aucune raison de ne pas connecter à ce monde. Attention, ça ne veut pas dire, ça veut pas dire que vous allez tout accepter. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un va vous parler, s'il vous gonfle, vous n'allez pas lui dire, écoute, dépêche-toi de dire ce que tu veux dire, parce que là, tu me saoules, tu m'as gonflé. Vous voyez, moi, je parle comme ça aux gens. Hein. À un moment donné, s'il me gonfle, je dis, écoute, voilà, tu as perdu le droit de me parler, tu m'as fait chier là. Tu m'as gonflé, tu as épuisé mon capital, mes ressources de patience. Maintenant, casse-toi, je ne veux plus te voir. Alors, la personne peut être choquée. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est le plus choquant? Que je rentre dans ce jeu à la con, que je permette à quelqu'un d'être destroy dans sa tête, de ne pas savoir s'exprimer, de ne pas vouloir évoluer, de ne pas vouloir apprendre à s'exprimer. Parce qu'il y a ça aussi. Les gens disent, oh écoute, essaye de me comprendre, je suis un peu bête. Ah ouais? Ben alors casse-toi, je vais avoir des gens bêtes. Et surtout des doublement bêtes. Que non seulement ils sont bêtes, mais ils veulent le demeurer et ils comptent que les autres les supportent. Vous n'avez pas supporté la connerie des autres. Je suis désolé. Hein. Ne croyez pas parce que je suis un psyézo que je suis un être de douceur et d'amour incommensurable. Hein. Voilà. Si vous êtes ça, on vous a un petit peu, comment dire, je vais essayer de pas être grossier, on vous a un peu trompé sur la marchandise. Hein, on vous l'a mis profond. Enfin, on vous a trompé sur la marchandise. Voilà. C'est pas ça. Le relationnel, c'est pas ça. Le relationnel, il est sain ou il est sain. Il n'y a pas le choix. Si une personne ne veut pas jouer le jeu, alors ne le joue pas. Et si elle veut jouer quand même, vous la mettez dans l'impossibilité de jouer avec vous. Vous ne lui interdisez pas d'être. Ne dites pas à quelqu'un, je ne supporte pas que tu sois con, apprends ou deviens intelligent. Non, ça ce serait un tyran. Vous dites avec moi, ou tu apprends à parler, à formuler correctement ce que tu veux formuler, comme ça te fera un entraînement, je te rends service, ou alors tu vas parler à d'autres personnes qui te supporteront. Moi, je ne te supporte pas. Il y a des gens, pour dire deux mots, c'est la blague du mec qui dit, qui sait qu'il a l'esprit confus, alors, il rencontre un collègue, il lui dit, est-ce que je pourrais te parler une demi-heure? Alors l'autre, il dit, une demi-heure? Oui, pourquoi? Ben, je voudrais te parler 5 minutes. Vous voyez? Voilà. Donc, vous pouvez être, on parle toujours d'effet miroir, mais un miroir grossissant, déformant, voilà, je sais pas, je comprends pas. L'effet miroir, c'est quoi? On appelle ça le jeu karmique hein, en psyéso. C'est vrai qu'on dit que c'est très couillu la psyéso parce que c'est la seule technique d'enseignement qui dit aux gens, vous n'avez pas à supporter les cons. Trouvez-moi une seule tradition spirituelle, ésotérique ou autre qui vous dit, vous n'avez pas à supporter les cons. Vous n'entendrez pas ça. Et pourtant, c'est marqué en toutes lettres dans l'enseignement de la psyéso. Vous n'avez pas à supporter les cons. Quelqu'un qui vous aime pas, vous n'avez pas à l'aimer. Quelqu'un qui fait aucun effort, vous n'avez pas à en faire. Parce que la personne ne vient non pas abuser de vous, comme vous pouvez le croire. Elle ne vient pas user votre patience. Parce que là, vous êtes co-responsable si elle arrive à l'user. Pourquoi elle l'use? Comment elle arrive à user votre patience? Pourquoi vous êtes assez con pour être patient avec les gens qui ne le méritent pas? Donc, on ne peut pas se faire user sa patience. On ne peut pas dire, oui, mais tu m'as trompé. Mais non, c'est vous qui vous êtes trompé. Si la personne vous trompe, c'est que vous êtes trompé de personne. Hein. Réfléchissez. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas la question, mais je veux dire par là qu'au passage, comprenez que si vous avez du mal à percuter avec un monde qui est fou, il y a peut-être un souci chez vous, bien sûr. Ben, il faut le régler. Voilà, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une négation, c'est simplement une affirmation de soi. Vous voulez être heureux, ben, soyez-le. Mais faites tout pour l'être. N'accusez pas le monde uniquement, accusez le monde avec lequel vous participez, parce que bon, c'est quand même votre regard sur le monde. Hein, et ce monde, il n'est peut-être pas à l'extérieur. Peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à vous entendre avec votre propre esprit, hein, au hasard. Bon, voilà. Bien, je vais boire un coup. Quelle heure il est?
Ouais, l'air de rien. Allez, tiens, rien que pour emmerder Belette, elle se reconnaîtra. Je vais faire une dernière question, la 19. Je suis un voyou. Alors, alors, oh là, il y a ma femme qui participe avec un regard sévère, donc je vais me faire gronder. Alors, je vais me dépêcher pour ne pas me faire gronder. Alors, question 19. Je mettrai des lunettes de lecture. En psy-ESO, vous semblez faire une différence entre la personnalité et l'individualité. Quelle est la différence entre les deux? Laquelle des deux est la mieux et pourquoi? Alors, j'ai envie de répondre déjà par la partie finale. Le mieux, c'est ce que vous êtes, parce que c'est le mieux que vous pouvez être. Donc, le mieux, c'est ce que vous êtes à présent, parce qu'à présent, c'est le mieux que vous pouvez être pour l'instant. Hein. Donc, on va oublier le moi idéalisé ou le moi idéal ou idéal, je ne sais pas comment ils disent en psychologie académique ou des écoles. Donc, nous, on dit le moi idéalisé. Le moi idéalisé, c'est l'idée que vous faites de ce que vous devez devenir. D'accord? Et dès qu'on se met dans la tête de devenir, ben, on attend de devenir. Hein. Et le devenir, il est lointain. Hein, parce que l'idée, c'est de devenir. Hein. Placez un bâton au-dessus de la tête d'un âne, mettez-y une carotte. Il y a 80 centimètres entre la carotte et la bouche de l'âne. Mais c'est un bâton fixe sur le dos de l'âne qui la tient. Vous voyez, je vais venir. Donc l'âne va avancer, et à mesure qu'il avance, la carotte recule. À mesure qu'il fait 1 mètre, la carotte aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est fixée sur celui qui veut atteindre la carotte. Donc de la même façon, l'image est connue, hein, enfin j'espère pour vous que vous la connaissez quand même. Donc de la même façon, quand vous voulez devenir quelqu'un, vous ne le deviendrez jamais. Parce que vous avez mis le mot devenir. Parce que quand on veut devenir quelqu'un, il faut à tout prix qu'on y arrive. Et pour arriver à devenir, il faut qu'on ne le devienne jamais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est assez grandiose. Hein. L'esprit humain est formidable. Il est terrible, il est terrifiant. Mais il est formidable. Mais il est terrifiant. De formidabilité. Bon. Donc, c'est comme si vous disiez, je veux atteindre l'infini. Ben, bon courage. Hein. Vous voyez? Parce que c'est comme si vous disiez à l'univers, peux-tu m'empêcher de réussir ce que je veux réussir? Et l'univers va dire, mais pourquoi c'est con? Oui, je sais que c'est con, mais qu'est-ce que tu veux, je suis humain, donc voilà, c'est livré avec le pack. Je vois pas comment je pourrais devenir si le devenir cesse. Vous voyez? Si je cesse de pouvoir devenir, alors il n'y a plus de devenir. Donc ça cesse. Donc on va chercher à devenir notre éternité durant. Vous voyez? Voilà. Bon. Donc il n'y a pas de mieux. Il y a simplement ce que vous êtes en l'état, ce que vous êtes pour l'instant. Hein. Mais si on veut comprendre vraiment la différence entre la personnalité et l'individualité, la personnalité se forme au départ dans l'enfance et on nous apprend qui nous sommes. On nous dit qu'on est quelqu'un qui doit être gentil, alors on l'est. On nous dit qu'on s'appelle comme ça, ben alors on le garde. Hein. Voilà, on m'appelle Serge, ben je garde Serge. Hein. C'est intelligent ou pas, peu importe, mais ça fait partie de la personnalité. Après, on me dit que je suis né en 1960, bon, à Marseille à 17 h, hein, au mois de mai, etc. Ok, très bien. De toute façon, je n'étais pas là hein, pour le voir. J'étais occupé à le vivre, donc je ne pouvais pas le voir. Parce que quand on vit une chose, on n'a pas le recul nécessaire pour se voir le vivre. Parce que pour ça, il faudrait être deux, celui qui vit et celui qui voit ce qui est vécu. Donc quand on est bébé, enfin, quand on est un nouveau-né, quand on sort du ventre de notre mère, tout le monde assiste à l'accouchement, ceux qui sont là, sauf celui qui est en train de naître. Le fait de naître occupe à plein temps, hein, si je puis dire. Donc la conscience est totalement investie dans l'instant présent qui est la naissance. Bon. Donc, une personnalité, elle est à 80% fonction de tout ce qu'on nous a raconté, de tout ce qu'on a réussi à nous faire croire, de tout ce qu'on nous a donné comme éducation, comme avenir probable. Tu sais, dans la vie, il faut ceci, tu sais, dans la vie, tu ne pourras rien avoir si tu ne bosses pas, il faut que tu deviennes comme ton père, il faut que tu sois l'inverse de ta mère, etc. Ça dépend qui parle. Voilà. Donc, tout ça, c'est la personnalité. Voilà, c'est l'historique personnel, c'est le moi humain, c'est le fait qu'on est né dans tel pays, qu'on est petit, qu'on est grand, qu'on est gros, qu'on est maigre, qu'on est beau, qu'on est moche, selon certaines valeurs. En fait, la personnalité, c'est ce qui nous distingue de nous, on pourrait dire. Qui sommes-nous? On va dire, ben, une personne. Non, justement, on est des gueux. Hein, comme on dit en Provence, des gueux, ça veut dire personne. Le mot personne est assez extraordinaire. Qui es-tu? Une personne, donc tu n'existes pas. Si, mais non, tu es personne. Si ton nom est personne, alors tu n'as pas de nom. Donc il faut arriver à se nommer. Hein. Bon. Par contre, l'individualité, c'est quoi? C'est que
en vieillissant, en prenant de l'âge, avec un peu de sagesse, on va dire, cette personnalité qui ne nous appartient pas et qui est issue d'autres que nous, hein, qui nous ont donné la vie, qui nous ont donné un corps, qui nous ont donné, et merde, vous voyez, quelque part on dit, bon, et merde, je suis où moi là? Ben nulle part. C'est comme si ça n'existait pas du tout. Bon. Et l'individualité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit, bon, mais maintenant, on m'a appris que dans la vie, il fallait en chier pour être heureux, eh ben j'ai décrété que dans la vie, il n'y a rien de plus simple que d'être heureux. Ou alors j'ai décrété que dans la vie, moins t'en fais, plus tu gagnes de rond. Ah bon, mais c'est bizarre. C'est peut-être bizarre, mais c'est ce que je pense. Qui pense ça? C'est moi. Alors je commence à me créer une individualité. Je suis quelqu'un qui se dit, par exemple, bon, ben, je ne vais plus compter sur les autres pour réussir, je vais réussir à la force des poignets, comme on disait avant. Je vais devenir un autodidacte, dans une certaine mesure. Hein, bon. Je vais me passer, une fois sur deux, je me passerai d'aide. Je vais essayer, on verra bien. Et peu importe que j'y arrive ou pas, mais toute décision que je prends m'éloigne du moi, ce moi avec lequel je suis identifié depuis mon enfance. Donc l'individualité, c'est quelqu'un qui, de toute façon, maintenant, ne va plus se poser des questions sur qui il doit être, qui il est. Il a décrété. Donc il est plus divisible. Et donc il est plus divisé. Hein, puisque le mot individualité vient de indivi, qui veut dire qu'il ne peut être divisé. Or, une personne qui a des idées bien arrêtées sur les choses, ça n'empêche pas d'évoluer dans sa façon de penser, mais au moment où on lui pose une question, donc elle est parfaitement ce qu'elle est au moment où elle l'est, au moment où on lui dit que penses-tu de ça, elle dit ce qu'elle pense de ça. Et si l'autre dit oui, mais je ne suis pas d'accord, il dit mais on s'en fout que tu ne sois pas d'accord. L'essentiel, c'est que moi, je suis d'accord avec moi. Pourquoi tu me poses la question? Veux-tu comparer ce que je pense et ce que tu penses? C'est très con. Tu es unique, je suis unique, chacun a une pensée unique, ou du moins qui devrait l'avoir. Donc dès que vous commencez à avoir une pensée, non pas originale, pas besoin de sortir les grands trucs bizarres, mais une pensée qui est uniquement la vôtre, même si elle est commune à des millions d'êtres, mais c'est la vôtre. Vous y tenez. C'est vous qui avez décrété ça. C'est pas ce qu'on vous a appris. C'est pas l'éducation. C'est pas, vous n'étiez pas fait pour devenir ça. Eh bien, vous l'êtes devenu. Vous vous êtes auto-construit. Vous êtes né de nouveau. Et ça, c'est l'individualité. D'accord? Voilà. Bon, ben, je vais m'arrêter là parce qu'il est tard. J'espère que. Combien on a fait les questions? On a fait 3 ou 4 quand même. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous rappelle que le prochain live, ben, il ne se fera pas de toute façon avant le début de la semaine prochaine, mais ensuite, pendant 4 jours, il n'y aura plus de live parce que Laetitia et moi, nous serons investis dans un séminaire que nous allons conduire tous les deux. Donc, du coup, c'est 4 fois 7 heures sur 4 jours. Donc, voilà, je parlerai assez, elle aussi. Donc, on n'aura pas trop envie de s'occuper ou du forum ou de ceci ou de cela ou de faire des lives. Mais normalement, on devrait faire un dernier live, enfin, un dernier, entre guillemets, on devrait faire un prochain live en début de semaine. Et après, ben, la semaine prochaine, sûrement. Mais en tout cas, pas le dimanche, ça c'est clair. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ben, ce qui a été dit, vous n'allez pas le prendre pour argent comptant, mais vous allez vous en servir pour réfléchir, pour peut-être même avoir un avis contraire, pourquoi pas. Du moment que c'est votre avis, il est bon, parce qu'il est bon d'avoir son propre avis. Hein, voilà. Là-dessus, bonsoir et à bientôt. Ciao, ciao.